Mickaël qui disait: pensez-vous aussi que c'est une correction de mi-cycle? Historiquement parlant, on a plus de 140 jours de baisse latéralisation après le halving. Oui, bah Moi, après c'est ce ça, que je pense, hein. ouais, on l'a évoqué pas mal de fois, mais oui, effectivement, ça ressemble à une correction de mi-cycle normale y corriente, comment dire en Mm. espagnol, qui a rien d'exceptionnel au final. Et effectivement, on parle de 140 jours après le halving où ouais, ça baisse, ça latéralise. Les alts peuvent se prendre une bonne claque dans la tête, c'est le moment de recharger, pourquoi pas. Mais oui, effectivement, correction de mi-cycle. Et après, la phase exponentielle qui devrait arriver par la suite, c'est là où les scénarios divergent un peu. Est-ce qu'on aura un truc accéléré après les élections américaines? Est-ce qu'on aura quelque chose qui va s'étirer jusqu'à 2025, voire 2025. moitié de 2025? C'est plusieurs scénarios à contempler et à se préparer en conséquence pour ces deux possibilités. Mais dans tous les cas, oui, c'est plus ou moins ce qui est attendu. Et l'un comme l'autre, ça ne sera pas déconnant non plus, tu vois. Mm. Parce qu'il faut toujours anticiper que potentiellement, il peut y avoir un cycle qui avance plus rapidement que ce qui s'est passé euh, historiquement. Mais ça peut se passer très bien comme toujours et continuer sur 2025, avoir le run-up sur cette partie-là et après repartir pour du bear market. Exactement. Là, par exemple, là, je vous ai mis en fait un graphique qui représente le cours du Bitcoin, par exemple, là, sur le cycle de 2016-2017, mais on vous montrera d'autres graphiques dans la suite de la vidéo avec Théo. C'est pareil sur 2020-2021, en fait. Et là, ce qu'on est en train de vivre, on a eu donc la période de halving avec une augmentation puis une consolidation. Et là, on se retrouve en fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la boring zone, quoi, la zone ennuyante où il se passe pas grand-chose. On a la dominance du Bitcoin qui reste encore relativement forte avec celle de l'Ether, avec des altcoins qui se font oblitérer à la baisse parce que, bah, en général, quand on a un Bitcoin qui est très fort, c'est compliqué pour les altcoins pour reprendre des couleurs et ça peut durer un certain temps. En général, ça dure à peu près tout le mois d'été et après sur Q3, Q4 de l'année de la fin de l'année, c'est en général là où on commence à arriver dans ce qu'on appelle la banana zone. Euh, et après, là, on a la période véritablement euphorique qui a été le cas en fait sur fin d'année 2017. Mais vous voyez, en fait, là où on reprendrait potentiellement des couleurs si on resuit le cycle précédent, ben, au final, ça serait sur fin d'année 2024, début d'année 2025, en fait. Voilà. Avec une vraie euphorie sur peut-être la fin de l'année 2025 si on continue comme ça. À voir en fonction aussi du pivot, hein, parce que le pivot, on en parle depuis maintenant un certain temps et j'ai encore des personnes à la fois sur la chaîne qui me disaient c'est pas vrai, le pivot à chaque fois que ça a eu lieu, c'est pas tout le temps synonyme de baisse et que c'est pas forcément un mauvais signe. Alors je vais quand même vous redonner des chiffres parce que moi j'aime bien montrer des chiffres quand même, hein. Souvent les gens qui connaissent strictement rien vont vous dire c'est pas vrai, mais en général c'est source de points, t'inquiète. Voilà, ils ont aucune source T'inquiète, ces mecs. frère. Voilà, c'est t'inquiète frère, moi je connais bien, d'accord. Et en fait, moi, je vous montre à chaque fois des chiffres, hein. C'est des choses que j'ai étudiées, c'est des choses que je maîtrise. Et là, je vous montre, hein. À chaque fois qu'il y a eu des pivots, historiquement parlant, regardez ce que ça a fait sur les marchés financiers. Voilà. En moyenne, ça a été des baisses à peu près de 30%. Et c'est des baisses et des corrections qui ont duré en moyenne 14 mois. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rester vigilant. Parce que 14 mois en crypto, en fait, c'est votre cycle haussier, hein. C'est ça aussi que ça veut dire, hein. Donc, si on a un vrai pivot et si on a une baisse sur les marchés financiers, par exemple sur 2024, on a une augmentation avec les élections américaines et qu'on commence à voir le pivot sur 2024, voire début 2025, c'est peut-être aussi synonyme de fin de cycle haussier. Et là où beaucoup de gens penseront que ça continuera, et parce que 2024 aura eu des super performances en fin d'année et que voilà, ça sera génial, ça continuera sur 2025, peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce sera un gros crack avec une grosse récession, parce que c'est ce qu'on voit historiquement parlant. Moi, je regarde des événements historiques, hein. Peut-être que cette fois-ci, ça sera différent, encore une fois. This time is different. Moi, je pense que ça ne sera pas different du tout et que ça sera encore pareil. Mais je peux me tromper, je m'en fous. Si ça continue, je gagne plus d'argent. Si ça continue pas, j'aurai pris des bénéfices. C'est tout. Voilà. Ouais, puis ça c'est un des événements qu'on a évoqué qui va impacter le cycle. Et comme tu vois, historiquement, quand il y a le pivot de la Fed, ça n'a pas un impact positif immédiatement, même si c'est vrai que sur le long terme, c'est plutôt bullish. Et c'est vrai qu'on l'évoquait déjà il y a plus d'un an, même sur les lives, on commençait à en parler. Alors oui, ça sera bullish sur le long terme, parce que ça voudra dire plus d'argent facile, mais sur le court moyen terme, ça peut être un truc bearish, tu vois, ça peut apporter de la baisse. Et tout comme le halving, on sait très bien que le halving, c'est pas synonyme de montée exponentielle juste derrière. Il y a une période, historiquement, alors plus ou moins longue, de latéralisation, de baisse, mais on sait très bien que éventuellement,
quand ça s'est passé. Après, on part sur un cycle haussier. Donc, c'est vrai que l'événement en soi, ça dépend où tu te places, tu vois, mais sur le long terme, il peut être bullish et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que les gens l'attendent. Quand il y aura le halving, et les gens, ils essaient il y a beaucoup d'activités on-chain autour du halving parce que les gens, ils se disent, on va essayer de timer ça, on va se passer un peu après, ça va monter juste après. Et au final, voilà, historiquement, quand tu regardes ce qui s'est passé, non, c'est pas ça du tout. Et l'événement, il est jamais noir ou blanc, tu vois. Il se passe quelque chose, ça peut avoir des conséquences plutôt ce qui va impacter négativement le marché, mais au final, si on est patient, on sait très bien que c'est quelque chose de positif sur le long terme. Mais il faut être là, il faut avoir ces connaissances-là pour se positionner en conséquence et du coup se dire si je ne suis pas rentré, peut-être au final, ça ne sert à rien de rentrer juste avant le halving. Il faut peut-être attendre un peu, attendre les corrections. Ces moments comme on est en train de vivre là, au final, où on se dit putain, c'est chiant, on se fait chier, tout est en rouge, j'ai perdu 30-40% sur mon bac de halt. Mais au final, c'est peut-être un bon moment, comme tu l'as dit, pour recharger. Pour finir de se former en mode rush et recharger sur les halts qui ont notamment, s'ils ont pris plus de 30, 40, 50% de correction, parce qu'on sait que quand ça va repartir, après, ça sera trop tard. Très vite. Après, ça part très vite, tu restes à quai, et surtout qu'après, une fois que ça sera reparti, historiquement, ça sera plus un bon moment pour recharger, tu vois, parce qu'on va repartir sur le big, la grosse leg, le gros run-up, tu vois, comme sur Heliotrade et tout, là, vraiment, le gros truc pour aller quasiment au final. Et il y aura des corrections, il y aura des petits trucs comme ça, mais on retrouvera plus les prix des actifs comme on peut les avoir actuellement sur avant peut-être 2-3 ans quand on sera en bear market, quand on aura encore une zone d'accumulation, les fameux ranges et tout. Mais voilà, historiquement, c'est une bonne période pour recharger parce qu'une fois que c'est reparti, après, il va falloir être encore plus patient, quoi. Et le cycle précédent, regardez, si vous n'aviez pas acheté sur 2018-2019 et que vous aviez acheté pas mal d'altcoins sur 2020 et que vous étiez resté sur 2021, vous aviez eu des performances super. Et donc là, pour moi, on est aujourd'hui, là, en ce moment, on est sur ce genre de niveau. On est sur des niveaux d'accumulation sur pas mal de projets qui sont intéressants. Voilà. Alors, il y avait une question, Michel, qui dit, c'est quoi vos cryptos? C'est quoi que vous faites? J'ai du mal à comprendre comment avancer. Je le répète, mais tout ça, on le présente dans notre programme d'accompagnement. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent savoir ce qu'on fait, les projets qu'on a en portefeuille, les projets qu'on accumule en ce moment, notre vision du marché et tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant T, c'est dans l'accompagnement. Donc, vous avez le lien dans la barre d'infos. Martin, en fait, en bull run, c'est wait and see jusqu'à ce que c'est target ou surchauffe finale. Enfin, même si on ne peut pas trop le timer. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. En fait, si tu achètes des périodes de capitulation, la probabilité que ce soit encore plus capitulation, c'est dur. Tu vois. Enfin, dire quand tu achètes un truc, quand tu as eu des événements comme Celsius, comme Luna, comme FTX, comme tous ces trucs-là, avec que des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, tu te dis, ouais, il peut y encore en avoir d'autres de mauvaises nouvelles, mais globalement, c'est quand même pricé quoi, sur le marché. Tu vois, c'est ça le truc. Et tu te dis, la probabilité que ça reste comme ça pendant encore 10 ans, elle est faible. Par contre, quand tu commences à avoir bonne nouvelle sur bonne nouvelle, sur bonne nouvelle, sur bonne nouvelle, avec des actifs qui augmentent, là, la probabilité que ça continue de rester comme ça, parce que les gens, ils vont le pricer, ce truc-là. Quand il y a une bonne nouvelle, ça va se pricer à un moment donné. Quand tu as Michael Saylor qui fait un DCA à coût de 750 millions de dollars pour acheter du BTC, là, il n'a même pas fait bouger le prix en fait, du Bitcoin. Et en général, il ne va pas le dire, ou très peu, quand c'est en période de bear market. Tu vois. Quand on a eu, je le dis tout le temps cet exemple, mais parce que c'est pour moi, c'est évident. Quand tu avais Elon Musk sur début 2021 qui te dit « j'ai acheté du Bitcoin, je l'ai mis dans mes réserves pour Tesla, SpaceX et tout le truc », il ne l'a pas dit au moment où il le faisait. Il l'a dit à partir du moment où c'était déjà fait. Ça a été fait donc sur le début de l'année 2021, mais en fait, toute cette accumulation, il l'a fait sur 2020, peut-être même 2019, on ne sait pas. Et en fait, quand on a des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles que vous n'aurez plus après. Ce n'est plus un catalyseur qui pourra nous servir après pour avoir une augmentation de prix. Donc, si tu achètes des bougies rouges, et des projets qui sont vraiment, quand tout le monde s'est fait rincer et quand il y a du sang dans la rue, tu sais, c'est you buy blood in the street, c'est vraiment ça. Quand tout le monde est en train de canner dans la rue comme ça en disant aidez-moi s'il vous plaît, toi tu arrives, t'achètes, justement. Ouais. Et parce puis Biscay dit toi tu fais trop bien le bruit de la volatilité, moi je vais te faire du R graphique. Tu sais, quand ça commence à bien baisser comme ça, tu as vu, j'ai plus dans ce sens comme ça. Hop, et que tu arrives près du bottom, tu te dis putain là ça commence à bien être rouge. Au final, il reste quoi? Tu vois, peut-être 20-30%.
Ouais. Encore une mauvaise nouvelle, tu vois, genre, ok, il y a eu Luna, il y a eu FTX, il y a eu plein de trucs, le mec s'est fait virer, c'est des scammers, il y a tout partout. Qu'est-ce qui peut encore bien se passer? Oui, alors, encore plus que ce qu'on pensait. Ils ont volé quelques millions en plus. Bon, mais voilà, il s'est passé des trucs, d'accord, mais peut-être que le downside, tu vois, il te reste peut-être 20-30% de mauvaises nouvelles sur le prix. Et l'upside est Par énorme. contre, exactement. Par contre, le upside, il se compte en multiples, pas en pourcentage. Tu rentres peut-être, il te reste, oui, tu vas peut-être encore perdre 20-30% si tu rentres maintenant, mais il y a peut-être des fois 3, des fois 4, des fois 5, des fois 10 derrière. Alors qu'en faisant l'inverse, en rentrant, quand tu as eu toutes les bonnes nouvelles, que tu es tout en haut, que tu as tout qui te dit, vas-y, c'est bon, c'est vert, c'est good. Là, par contre, il te reste que des pourcentages, peut-être 20%. Par contre, le downside, quand ça va taper derrière, 99%, c'est divisé par 100. Donc, ouais, Oui, ça fait mal. Hein. Donc, tu vois, c'est encore une fois, c'est les cycles et avoir ces ordres de grandeur. En rentrant au bottom, tu prends moins de risques parce que on parle de pourcentage sur les pertes et de multiples sur les gains potentiels. Et en faisant l'inverse, il te reste des pourcentages sur ce que tu vas pouvoir peut-être gagner. Par contre, les pertes, ça se compte en multiples. Et des multiples sur les alts, pour avoir hold des trucs jusqu'à 99%, ça fait mal, hein, je peux te le dire. Parce que c'est la volatilité extrême aussi qu'on a en crypto, il faut s'y attendre. Ouais. Il faut s'y attendre, il faut le savoir. C'est des choses qu'on doit vivre, je pense, en tant qu'investisseur. Et c'est sûr que c'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple. Mais c'est le seul moyen de réussir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, réussissent pas en crypto. Parce qu'ils font pas ça. Et ils le savent, on le sait. Hein. C'est comme aujourd'hui, on sait ce qu'on doit bien bouffer pour être en bonne santé. Hein. Pourquoi il y a autant d'obèses aux États-Unis? Pourquoi il y a autant de problèmes de malbouffe? Il y a autant de dépression et de dépressifs en France et tout un tas de problèmes aussi? Voilà, parce qu'en fait, des fois, on sait ce qu'on doit faire et c'est pas forcément difficile. Simplement, c'est le fait d'être régulier, constant, se remettre en question et faire les choses, en fait. Même si c'est contre-intuitif, même si notre cerveau nous dit non, j'aime pas le faire. Pourtant, il y a des trucs que tu dois faire pour maintenir le truc. Mais voilà, c'est être régulier sur le long terme sur un truc qui est ouais. pas forcément qui est dur de temps en temps. Mais c'est ça. Ouais. Bon, bref, Ouais. on va rentrer dans des débats qui sont pas forcément que liés à la crypto, mais en gros c'est ça. Ouais. Mais on sait très bien de quoi on parle. Oui, voilà, il y a plein de débats. Tu vois, les gens au final ils veulent La simplicité. dans l'investissement, ils veulent le truc, la recette magique pour insérer l'action à faire qui est chiante et qui demande du temps et de l'investissement mental, personnel, peut-être un peu d'argent aussi, tout ce que vous voulez, pour avoir le résultat. Et voilà. Perdre pour ça du qu'il y avait gras des vidéos. sans se priver. Voilà. Gagner du muscle sans s'entraîner. Exactement. Je veux perdre du poids et être bien musclé, mais je veux bouffer ce que je veux et pas trop faire de sport. Je veux tout ce que vous voulez, mais pas mieux manger et faire du sport. Mais oui, forcément, tu vois. Genre, ça marche nickel. Hein. C'est des industries à plusieurs milliards, ça. Hein. Mais voilà, mais toutes ces industries-là, et au final, dans la crypto, on n'est pas humain. Bon, bref, il n'y a pas de limité par rapport à ça. C'est voilà, le top 10 des cryptos qui vont pumper maintenant tout de suite, le x10 dans le mois qui vient. Tu vois, on ne veut pas se faire chier à comprendre les cycles. On ne veut pas être là sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver, mettre un petit billet, faire le x10 000 et se casser vite. Voilà, c'est bon. Rentrer en 3 mois, devenir millionnaire et se barrer. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais bon. Bah tiens, il y avait la question du coup de Tom qui disait: vous avez appris vos connaissances vous-même ou vous avez quand même fait des études en finance? Alors, on a fait les mêmes études avec Théo et pour tout te dire, c'est des études en agriculture et en agronomie. Alors, rien à voir avec la finance, mon ami. Donc moi, autant te dire, quand j'ai commencé dans la crypto, ça a été compliqué. Mickaël, lui, qui était plutôt dans la cyber, donc il a bossé plus de 10 ans en cybersécurité, en expert cyber, lui, ça lui parlait plus en fait. Puis il s'y était intéressé même avant nous, en 2016. Il avait investi un peu d'argent, mais la tech, lui, ça lui plaisait beaucoup. Moi, c'est que des choses que j'ai appris sur le tas. J'ai acheté des formations, je suis allé à des séminaires, je suis allé à des masterminds, j'ai acheté des centaines de bouquins sur le sujet. Je continue toujours de dépenser des dizaines de milliers d'euros chaque année pour continuer à me former sur ces sujets, parce que ça me plaît, ça me passionne. Mais c'est une éternelle continuité, en fait. Moi, ça a été par l'expérience, par les erreurs aussi que j'ai pu faire, par tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en place, en fait. Et dans la crypto, c'est d'autant plus important parce que ça change énormément, en fait. Là, si tu te dis, vas-y, j'investis en bourse, c'est ce que je présente, par exemple, sur Éternel Étudiant, sur mon autre chaîne. Hein. Mais tu vois, tu fais une stratégie gestion indicielle avec des ETF. Aujourd'hui, tu as des milliers d'études autour du monde et des études académiques qui démontrent que ça marche, ça fonctionne. Et tu as plein d'années historiques et des trucs. Donc, tu as des vrais reculs, tu as des vraies données. Sur la crypto, aujourd'hui, c'est très peu.
parce que c'est très récent comme actif. Donc, si tu te dis, vas-y, j'applique, tu as des choses que tu peux appliquer de la bourse dans la crypto, c'est des vraies compétences transversales que tu peux avoir. Mais pour moi, en crypto, tu es obligé de suivre en fait quand même un minimum ce qui se passe, que ce soit déjà les projets que tu as en portefeuille et te dire et jamais te reposer sur tes acquis parce que y a ça, enfin, tu as des nouveaux trucs qui se lancent tout le temps, tu vas avoir des modifications, tu sais pas comment le marché va réagir en fonction de certains événements économiques parce que c'est récent aussi, tu vois. On dit que le Bitcoin, c'est une inflation hedge, ça permet de te protéger contre l'inflation et historiquement parlant, bah, ça a été le cas, même si la volatilité est super importante. Après, en période de grosse récession économique, en grosse période de guerre ou en cas de pivot, on l'a encore jamais vécu, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que ça se décorrélera, peut-être pas du tout. Voilà. Et en fait, moi, principalement, je pense que Théo, c'est pareil, hein, mais c'est des choses qu'on a appris nous-mêmes, quoi. Tout comme créer une boîte. Hein. Créer une boîte, moi, à l'école, hein, tu te souviens, on avait fait quoi? Un module qui s'appelait créateur et repreneur d'entreprise. Je ne sais plus ce que c'était là. Création d'entreprise, ouais. Création d'entreprise. C'était une blague. C'était une blague. Les gens qui t'apprenaient à créer une entreprise, ils n'en avaient jamais créé une. Ils t'expliquent comment faire, les profs. Oui, alors il faudrait créer une boîte, il faudrait faire des trucs, il faut faire des levées de fonds et tout. Ils t'apprenaient à comment parler aux investisseurs pour faire des levées de fonds et tout, par des profs qui n'ont jamais monté de boîte eux-mêmes. Et moi, tout ce que j'ai appris pour la création d'entreprise, l'investissement et tout, c'est des choses que j'ai apprises moi-même. Je peux aller chercher l'info. Je me suis pété la gueule. J'ai perdu des fois des centaines de milliers d'euros à essayer de faire des trucs qui n'ont pas marché. Et des fois, tu payes pour comprendre. Hein. Tu payes pour tester aussi. Et la crypto, c'est un peu ça. Donc, soit vous décidez en fait d'apprendre vous-même et vous dites, OK, moi, je peux apprendre tout seul et tout. Et c'est vrai, ça se fait. Par contre, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce qu'il en coûte en fait d'apprendre pour vous-même. Hein. En termes d'opportunités, en termes d'erreurs, en termes aussi d'abandon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Ils disent, vas-y, mais c'est bon, c'est trop compliqué. J'arrête. Bah, tu as le coup d'opportunité, de ne pas rentrer au bon moment, de rentrer sur un projet qui ne valait pas le coup, de te casser la gueule parce que tu n'es pas sorti assez tôt, du coup de prendre 99% dans la face. Et au final, c'est des coups cachés qui ne sont pas forcément visibles. Enfin, tu vas le sentir passer, mais c'est peut-être difficile de quantifier ça et de te dire, et c'est avoir le parallèle, de se dire si je m'étais formé, si j'avais, bon, j'aurais peut-être pas fait tout parfaitement, mais j'aurais peut-être pas fait autant de conneries. Au final, ça m'aurait coûté moins cher que de faire tout par moi-même. Parce que comme tu l'as dit, le coût caché, et en termes d'heures aussi au final, parce que tu aurais peut-être pu du coup travailler, coût d'opportunité en termes d'argent, mais coût d'opportunité en termes de relations sociales, en termes de aller au sport, en termes de faire d'autres trucs, tu vois, de tout faire par soi-même. Nous, on a passé sur le dernier cycle, c'était c'était pas du tout sain pour la santé ce qu'on faisait, tu vois, jusqu'à 3h du matin, plusieurs fois par semaine, c'était n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, en termes de plein d'autres choses exactement, contre-productif, pas là où il y a eu les meilleurs résultats, et du coup avec d'autres domaines qu'on aurait pu passer du temps et que ça aurait été beaucoup plus productif et intéressant pour nous sur les différents domaines voilà, sociaux, de la vie, quoi. Au final, ouais, le coût a été quand même important. Alors oui, on a beaucoup appris, mais du coup, on a aussi appris à se calmer un peu et à être plus, tu vois, sur moins dans il faut absolument faire des trucs, ce qu'on a évoqué au début. Et après, pour revenir sur la formation, moi, c'est pareil, effectivement. On a vu comment faire de la compta agricole, comment amortir un tracteur sur 15 ans, tu vois, des trucs comme ça. Mais autant vous dire, dans la crypto, ça sert pas à grand-chose. Et après, ouais, c'est plus l'envie d'apprendre. Après, on a sur les métaux précieux, sur les actions, se dire, ah ben, on a découvert ça. Surtout aussi à travers de créateurs de contenu. Hein. Alors nous, plutôt sur la partie US. C'est vrai que moi, en France, je suis pas grand monde. Plutôt ouais, Australie, Canada, US, il y a des grosses chaînes d'investissement avec des mecs qui sont très compétents, qui parlent de macro, des choses comme ça. Et ça, plus couplé à des bouquins. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais aussi l'exemple sur la crypto. C'est difficile de se former avec des bouquins parce qu'au final, ça change tellement rapidement. Et si vous remarquez, tu regardes sur Amazon, il y a pas mal de bouquins crypto qui ont été écrits en 2018, justement après ça fait déjà 2 cycles, après le gros cycle de 2017, qui est vraiment 1000 bitcoins sur le devant de la scène. Il y a plein d'opportunistes ou de mecs qui se sont dit, bon, ok, c'est le bon moment pour sortir un livre. Et ça l'était, parce que du coup, tout le monde s'y intéressait. Donc, en début 2018, il y a beaucoup de livres de crypto qui ont été écrits en 2018. Et si tu les lis maintenant, en fait, il y a 3/4 des trucs, c'est obsolète, exactement. Les cryptos, elles n'existent même plus, elles sont fait latter. Ils parlent même pas de défis parce que ça n'existait pas. Enfin, ils parlent de plein de choses qui sont plus relevantes, enfin, qui sont plus d'actualité, et qui sont même plus vraies. Et du coup, ça change tellement vite que c'est vrai que de temps en temps, moi, j'aime bien apprendre avec des bouquins. Et je me dis, ça serait bien de trouver un bouquin sur la crypto qui soit actuel et tout. Mais dernièrement, ça peut te donner des bases.
Ça peut te donner Oui, des bases. oui, c'est pour quelqu'un Mais qui n'a vraiment aucune base, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, du coup, les bouquins sur la crypto, ça t'apprendra c'est pas à pas optimal. investir. Donc c'est Ça ouais, c'est t'apprendra ça. pas à Donc investir. c'est plus Voilà. du contenu, des vidéos, des créateurs de contenu ou des formats qui sont quand même assez agiles, qui peuvent être actualisés parce que ça change tout le temps, quoi. Ouais. Il y a toujours des nouveautés, donc il faut se tenir. C'est comme les autres créatifs, mais sous stéroïdes. Donc c'est au niveau des Mm. prix, au niveau de la fréquence et au niveau des connaissances et du suivi que ça demande. Parce que quand tu es assis sur un ETF, S&P 500, bon, mais en termes de connaissances, de suivi, d'actualité, tu n'as pas forcément besoin de trop te casser la soupière, quoi. En crypto, en plus tu vas sur des stratégies, sur la partie décentralisée, sur de la DeFi, sur des choses comme ça, plus il va falloir que tu suives. Et puis il va falloir un Pas, niveau, pas- un niveau de compétence qui est élevé, c'est tout. oui, C'est voilà. toujours pareil. Et aussi une fréquence de suivi beaucoup plus importante parce qu'il Mm. faut que tu regardes si ta poule est pas. Est-ce que le contrat existe toujours? Est-ce que tu t'as pas fait vider? Est-ce qu'il faut pas passer, changer de RPC? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire? Parce que tu laisses ton truc pendant 2 ans, tu n'y touches pas. Il y a de grandes chances qu'il soit passé un truc, que tu sois passé à côté, que tu aies perdu ta thune, en fait. Donc, Mm. C'est une très très grosse partie le mindset à développer exactement. Et ça se fait aussi par l'expérience. Il faut tester les trucs. Tu sais jamais comment toi tu vas réagir et je pense qu'il y en a beaucoup. Tu sais, on dit toujours travailler dur, c'est pas ça qui va te permettre d'obtenir des résultats qui sont extraordinaires. Enfin, le simple fait de travailler dur, on dit aussi de travailler intelligemment. Et je pense qu'en crypto, des fois, tu peux avoir plus de trucs en faisant moins. Condition toujours pareil, de savoir quoi faire, comment le faire et tout. Des nouvelles de Polkadot et de Moonbeam, c'était le token du siècle il y a 2 ans. Tout le monde parlait de Moonbeam, aujourd'hui plus rien. Ouais, ouais, mais c'est ça, exactement. Et ça veut pas dire qu'il va pas remonter le truc. Tu sais, en bull run, il y a tout qui augmente. Mais EOS, moi, le truc EOS. EOS, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'Ethereum killer. Le truc, il a levé plus de 4 milliards de dollars. Ça a été l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse ICO jamais faite dans toute l'histoire de la crypto. Énorme. 4 milliards de levées de fonds, énorme. Dan Larimer, hyper reconnu, a créé je ne sais pas combien d'entreprises qui sont bien valorisées, un peu comme Machinsky. Hein, tu vois, bizarrement, des mecs qui ont créé plusieurs licornes, bon, c'est pas non plus un gage de qualité dans la crypto, hein, en général. Bon, ça c'est autre chose. Mais Dan Larimer, pareil, je vais révolutionner le truc, Ethereum killer. En plus, c'était pile dans la période où l'Ether énormément avait baissé. Il y avait eu le hack de The DAO en 2016 qui a scindé la communauté en deux entre Ethereum classique et Ethereum qu'on connaît aujourd'hui, qui a été encore rescindé, qui est passé du Proof of Work vers le Proof of Stake avec la Beacon Chain et tout ce qu'on vous présente depuis maintenant un certain temps sur la chaîne. Et ce qui est énorme avec EOS, c'est que ça a été l'une des plus grosses finalement l'une des plus grosses arnaques de la crypto parce que t'imagines 4 milliards de levée de fonds pour arriver à lancer ne serait-ce qu'une seule application. Je crois qu'ils ont lancé un truc qui s'appelait Voice, qui avait pour objectif de créer un réseau social un peu en compétiteur avec Facebook. Le truc, tu pouvais rien faire. Vraiment, c'est un truc. C'est un peu comme sur Bitcoin SV, Bitcoin Satoshi's Vision, là, où les mecs, ils ont lancé un truc qui s'appelle Twitch. C'est l'équivalent d'un Twitter qui disent décentralisé, alors que ça l'est absolument pas. Il y a très peu de validateurs sur Bitcoin SV et qui, je vous rappelle, aujourd'hui, c'est le fondateur, c'est Craig Wright, hein, qui, au niveau de la Cour suprême, a été refusé le titre de Satoshi Nakamoto parce que lui, ça fait des années qu'il claim et qu'il attaque les gens en justice depuis maintenant des années et des années en disant c'est moi Satoshi, c'est moi qui ai écrit le white paper. Et au final, si tu étais vraiment Satoshi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de signer une fucking transaction sur ton truc et de prouver que c'est bien toi qui détiens le wallet de Satoshi. C'est très simple, c'est toi qui as inventé c'est toi qui as fait le white paper, c'est toi qui as fait Bitcoin. Prouve que tu as le wallet, publie le hash de la transaction avec la clé du wallet et prouve que c'est toi, en fait. Tu vois, tu n'es même pas obligé de. Ou fais un mouvement, tu dis, OK, voilà le wallet de Satoshi, on le connaît tous, ce wallet-là. Fais un mouvement de ce wallet. Déplace 10 bitcoins de ce wallet-là à ce wallet-là et tu dis, vas-y, je le fais maintenant. Ça n'a jamais été fait. Des preuves évidentes, en fait, le truc, ça n'a jamais été fait. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, pourquoi on a parlé énormément de Bitcoin Satoshi's Vision, Bitcoin Cash aussi à un moment donné? Parce qu'en fait, on était sur. Ça, c'est un truc que les nouveaux ne connaissent pas. Mais il y a un livre qui s'appelait de Blockchain War, que je vous invite à lire en crypto, qui redonne l'historique des différentes communautés qu'on retrouvait sur Bitcoin, notamment par rapport à la taille des blocs. D'accord? Aujourd'hui, plus vous allez avoir des tailles des blocs qui sont importantes, je le simplifie vraiment très grossièrement, hein, mais plus vous allez avoir des tailles de blocs qui vont augmenter, plus vous allez pouvoir du coup rentrer des transactions à l'intérieur, plus les frais vont être, enfin plus le temps de transaction
va être faible, plus vous allez avoir une transaction qui va se valider rapidement. Par contre, qui dit plus grosse taille de bloc, dit une centralisation plus importante, notamment de la part des validateurs, parce qu'il faut des infrastructures beaucoup plus importantes pour pouvoir le faire. Donc en général, plus on augmente la taille des blocs, plus on va avoir, in fine, peut-être une centralisation sur certaines blockchains. C'est pour ça que Segwit, par exemple, ça a été une mise à jour, je crois, qui a permis de passer de 1 mégabyte à 1,2, je crois, si je ne me trompe pas. Tu me corriges, Théo, si je me trompe, mais Segwit, ça a permis d'augmenter la taille des blocs. Ça a été un soft fork, en fait, sur Bitcoin. Donc, on a quand même accepté d'augmenter la taille des blocs, mais en fait, on a eu d'autres sous-communautés qui se sont lancées. Bitcoin Cash qui dit, bah moi, non, moi, je pense que la taille des blocs, elle devrait être beaucoup plus grosse. Et Bitcoin Satoshi's Vision qui dit, moi, en fait, j'ai pas de limite sur la taille des blocs. En fait, c'est un truc qui est énorme. Faudrait retrouver l'ordre de grandeur, mais c'est monumental. Donc forcément, ça se fait au détriment de la résistance à la censure, ça se fait au détriment de la décentralisation. C'est toujours un équilibre avec le trilemme des blockchains. Et à l'époque, on en entendait énormément parler. Il y avait ceux qui étaient pro Bitcoin Cash, pro Satoshi's Vision et tout. Et si tu compares, et je pense que chacun a des arguments qui peuvent être valables. Je ne suis pas en train de cracher sur l'un ou l'autre. Au final, je m'en fous. Mais si vous regardez en fait aujourd'hui où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'est le consensus, il est du côté de Bitcoin BTC. Et si vous comparez les performances de Bitcoin Cash et Bitcoin SV par rapport au vrai Bitcoin, c'est all-time low sur all-time low sur all-time low. En fait, il n'y en a aucun qui a réussi en dollars peut-être un petit peu augmenté, mais globalement exprimé en Bitcoin, ça a été baisse sur baisse sur baisse. Et ça a été le cas, pour en revenir à EOS, parce que mon argument il est un peu long, c'était la même chose pour le cas de l'Ether. Tous ceux qui se sont dit je vais faire un Ethereum killer s'en fait oblitérer. Il n'y en a pas un aujourd'hui qui a réussi à faire une compétition en fait normale avec Ethereum. Soit c'est des alternatives qui ne sont pas décentralisées comme ou très peu, comme la Binance Smart Chain, comme Solana qui s'arrête tous les 4 matins et tout. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une alternative, mais ce n'est pas un compétiteur direct en fait avec Ethereum parce que ça ne propose pas la même chose. Et souvent, on se rend compte que les nouveaux protocoles qui se lancent et ceux qui veulent en fait avoir des performances qui sont intéressantes, il faut qu'ils soient EVM compatibles, donc qu'ils fonctionnent avec l'Ethereum Virtual Machine pour avoir une compatibilité en fait avec Ethereum, puisqu'aujourd'hui, les innovations se font sur Ethereum et les utilisateurs sont sur Ethereum. Donc, si tu veux avoir une puissance économique et une énergie économique qui vient sur ta blockchain, tu es obligé d'avoir une compatibilité. Toutes les blockchains qui ne le sont pas ou peu, c'est plus compliqué. Il y a des exceptions, mais c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, un projet a le vent en poupe qu'il va forcément continuer de l'avoir. Et d'ailleurs, c'est le cas pour 99,999% des projets. Il y a plein de projets qui ne remontent jamais, qui ne dépassent jamais leur précédent plus haut. Donc, voilà. C'est un peu, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Théo, mais… Oui, et puis après, c'est vrai, au final, il y a 99% des cryptos qui sont en low cap. On parle de big market cap, de mid cap, mais ça, je pense que dans les premières… si tu prends large cap, plus de 10 milliards, mid cap, entre 1 et 10 milliards de market cap et les low cap en dessous, la première page de code market cap, donc les 100 premières crypto-monnaies, tu as les large cap, les mid cap, et tout le reste, c'est du low cap. Donc au final, la grande partie du marché, c'est du low cap, et avec aucune garantie sur le futur. Tu vois, il y en a peut-être qui vont bien performer sur ce cycle. Il y en a qui parlaient de comment ça, GLD, tu vois, c'est pareil. Il y a plein de projets du dernier cycle qui étaient top performers, qui ont rien fait du tout pour l'instant. Et comme tu as 99% de baisse. Hein. Axie, c'est ça, il a 98% de baisse. Axie, je sais plus non plus, mais tu regardes les top performers, je n'avais pas sur ma chaîne, mais tu regardes les top performers du dernier cycle, au final, ils sont encore dans leur range d'accumulation et ils vont peut-être en sortir un petit peu, mais c'est pas dit qu'ils vont trouver 80% de baisse. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont encore à 70-80% de baisse. Oui, exactement. Et puis, c'est pas dit qu'ils retournent du tout leur ATH. C'est pas dit qu'ils dépassent encore plus leur ATH. Et c'est pas dit qu'ils fassent des performances exceptionnelles non plus. Pumper un petit peu parce que c'est le bull run. Bon, ça peut arriver sans problème. Mais se fixer comme au moins ça reviendra au moins à l'ATH, pas sûr. Parce que le marché a bien changé aussi, tu vois. Les narratives, tout ça, le marché a changé, quoi. Lionel qui dit « Tout n'a-t-il pas changé avec les deals OTC et les instituts qui sont entrés ?» Forcément que si, ça a eu un impact sur le prix. Simplement, en fait, il faut faire attention à la manière et le prisme dont on va voir les choses. La manière dont on va voir les choses. Il y en a beaucoup qui se disent « Maintenant qu'il y a les institutionnels, on va partir sur un super cycle. » Voilà. En fait, c'est ça le narratif. C'est qu'on va justifier
quelque chose qu'on a vu historiquement parlant, c'est-à-dire une baisse des retours sur investissement et des pourcentages de hausse sur le marché crypto, parce que le marché est plus lourd à monter, il y a de plus en plus de participants. Et donc, bah, forcément, ce n'est pas la même chose de passer un Bitcoin qui a 1 euro, de le faire passer à 10, que de le faire passer de 60 000 à 2 millions. Voilà. Et en fait, là où il faut rester vigilant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont justifier par des raisons qui peuvent être plus ou moins louables. Le fait de dire il y a des deals OTC, il y a des institutionnels, il y a les ETF, il y a des boîtes et même des pays qui placent du Bitcoin dans leurs réserves. Oui, forcément, ça va avoir un impact sur le long terme, mais ce n'est pas forcément ça qui va justifier l'arrivée d'un super cycle. Je vais vous repartager mon écran, hein, je vais vous remontrer un truc. Oui, puis surtout les deals OTC, c'est pas nouveau en crypto, hein. Tout ce qui s'est passé avec FTX, même Terra Luna et tout, au final, les exchanges, depuis qu'ils existent, ils font des deals OTC entre eux avec les fonds d'investissement et tout, hein. Tu le vois pas on-chain, et c'est vrai que c'est une partie qui est un peu opaque parce que tu vois pas les mouvements qui se passent. Mais les deals OTC, depuis qu'il y a des firmes, enfin des entreprises qui travaillent dans la crypto, ça existe. En fait, ils se prêtent sur papier des fonds qui restent on-chain sur les wallets de l'un ou de l'autre, mais il y en a toujours eu, quoi. Donc ça, c'est pas Mais une même en partie finance tradi, hein. Même en finance Oui, tradi. mais en finance tradi, oui, mais pour la crypto en général, c'est pas maintenant qu'il y a les ETF Clairement pas nouveau. que les deals OTC ont commencé. Ça, tout, les exchanges avec les firmes d'investissement et tout, ils ont des accords voilà, sur papier de fonds qui ne transfèrent pas forcément, mais il y a toute une partie des gros mouvements de fonds qu'on ne verra jamais parce que c'est pas on-chain, tout simplement. C'est des deals OTC. Là, je vous ai mis un graphique qui représente les performances en fonction des différentes époques, donc entre chaque période de halving, et de voir les performances entre le plus bas et le plus haut, ici le top du cycle, et par rapport au plus bas du cycle. D'accord? Donc, si vous aviez acheté au plus bas là et que vous avez revendu ici, vous aviez fait 4000%. Là, si vous aviez acheté au plus bas ici en 2012 et que vous aviez vendu ici, vous aviez fait 8244%, etc., etc. Ce que vous remarquez quand même, c'est que la tendance, elle est claire. De cycle en cycle, on a des baisses de retour sur investissement, mais peu importe la manière dont vous voyez le truc. Donc, les gens qui viennent vous dire aujourd'hui, il y a les ETF, il y a des trucs, le Bitcoin, il va faire un super cycle et tout. Moi, je regarde ce qui s'est passé historiquement parlant. Je me dis que ce scénario-là, je ne dis pas qu'il n'est pas impossible. C'est juste que sa probabilité, elle est quand même extrêmement faible. Et ce n'est pas parce qu'il y a des institutionnels, ce n'est pas parce que on peut trouver tout un tas de raisons en se disant cette fois-ci c'est différent parce que qu'on va passer sur un super cycle. Peut-être que ça arrivera à un moment donné. Et je vous dis, si à un moment donné ça arrive, m'en fous, je gagnerai plus d'argent. Je suis placé, tant mieux. Et je ne vais pas attendre ça pour prendre des bénéfices. Et je pense que c'est une erreur de penser que ça risque d'arriver sur ce cycle-là. Voilà. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un truc qui arrivera, ça arrive progressivement. Quand on a des périodes de bulles, plus la hausse est importante, plus les corrections le seront aussi, et peut-être aussi plus les périodes de correction et d'accumulation seront longues aussi. Donc voilà, ça c'est des données factuelles. Ceux qui vont vous expliquer qu'il va y avoir un super cycle, souvent, ce n'est pas des données factuelles. C'est que simplement, ils ont acheté du Bitcoin à 70 000 balles et ils disent, bah moi, sortir sur un x2 ou même pas sur un x1,5, si le Bitcoin il est à plus de 100 000 balles, franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc on va dire aux gens que ça va faire un x10 et qu'ils en sont au tout début, comme ça, ils vont l'acheter. Comme ça, eux, ils pourront dumper sur ceux qui l'achèteront peut-être à plus de 100 000 balles, parce qu'il y en aura, malheureusement. Alors, tiens, question pour toi, Théo. Julien, merci pour vos contenus. Un ETH à 10 000 $, vous en pensez quoi? On va parler prédiction de prix un peu. C'est les gens, ils adorent ça. Selon toi, on va sortir la boule. On va sortir la boule. Mais selon toi, c'est quoi tes prédictions sur l'Ether, sur ce cycle? ATH en fait, ou pas, mais... Ether à 10 000, en fait, c'est le consensus, j'ai l'impression. On a déjà évoqué sur plusieurs lives. Ouais, mais c'est ça. En plus, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque live de cet Ether à 10 000 $, que ce soit pour un de ces aspects ou l'autre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai l'impression, le consensus général où tout le monde atteint un Ether à 10 000 $ sur ce cycle. Bitcoin, en ce moment, je n'ai pas trop de consensus précis en tête parce que des fois, c'est 200 000, des fois, c'est 500 000 en fonction des journaux qu'on regarde et de quels dirigeants obscurs CEO ils ont interviewé de firmes crypto qui travaillent dans le milieu. Alors, chacun sa petite idée. Mais c'est vrai que pour le coup, Ether à 10 000 $, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup passer. J'aurais tendance à dire que c'est autour de ça que la plupart des gens attendent. Donc, tu te dis pourquoi pas. Au final, tu regardes par les performances par rapport au cycle précédent. C'est quoi, un 2 et quelques multiples par rapport à son précédent ATH. Donc, c'est pas déconnant non plus. Après, il faut voir aussi, comme on le dit à chaque fois,
ce que ça implique. Ether à 10 000 $, ça veut dire des frais de transaction énormes, ça veut dire une congestion potentielle importante. Donc, se préparer aussi en conséquence. Ça, on l'avait beaucoup traité le dernier live qu'on avait fait ensemble. Mais c'est vrai qu'Ethereum à 10 000 $, c'est pas quelque chose qui est impossible. Tu me dirais, Bitcoin à 1 million, t'en penses quoi sur ce cycle? Je te dirais, oui, c'est pourquoi pas, mais on n'est pas du tout dans les probabilités normales. Mais Ethereum à 10 000, c'est vrai que c'est une cible qui est dans la bouche de beaucoup de monde. Donc, faire attention quand même, parce que c'est possible qu'on tape 8 000, tu vois, 8 500. Qu'est-ce qui se passe si on tape 8 500 et pas 10 000? C'est peut-être possible qu'on dépasse aussi, mais c'est pas quelque chose qui paraît déraisonnable au vu des données historiques. Après, est-ce qu'on va y arriver? Encore une fois, on peut pas te le garantir et personne ne peut te le garantir. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est possible. C'est pourquoi pas, on y arrivera, peut-être même un peu en dessous, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est une cible que tout le monde attend, je peux vous dire que j'aimerais bien, il faudrait aller regarder les ordres de vente à 10 000 $ pour l'Ether, à mon avis, quand on va commencer à monter un peu. Tu vas avoir un mur d'ordre de vente à 10 000, ce qui fait que pour passer les 10 000, si jamais ça arrive, ça va être très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir vendre autour de cette donnée-là. Donc, voilà. Puis c'est une somme à 5 chiffres. Donc la somme à 5 chiffres, ça va faire jaser, tout comme quand le Bitcoin a dépassé pour la première fois les 10 000, tout comme quand il passera peut-être la somme à 6 chiffres sur ce cycle, on verra. Forcément, ça va faire jaser, forcément, ça va peut-être accentuer la phase euphorique sur le marché, mais voilà. Si en fait, tu as besoin d'un Ether à 10 000 pour commencer à prendre des bénéfices, il y a un problème. C'est ça aussi. Hein. Si tu as acheté de l'Ether et profité des périodes de baisse, ou même là, si tu en accumules aujourd'hui et que tu es à 6 000, 7 000, 8 000 $, c'est déjà très bien sur le Ether. Et d'ailleurs, ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, mais si vous avez un Ether à 10 000 balles, attendez-vous à ce que les frais sur Ethereum, ça vous pique, mais que ça vous pique. Hein. Les temps de transaction vont être hyper longs. Vous allez peut-être payer des swaps à plus de 1000 ou 1500 balles pour faire un swap sur Ethereum. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Donc, il y a tout le après, en fait. Hein. Les gens veulent gagner de l'argent, mais il y a aussi ce que ça présente comme risque, quoi, en fait, et comme implication. C'est des choses qu'on se prépare, nous, déjà depuis 2 ans et demi sur le programme d'accompagnement. Hein. On prépare ces stratégies. Parce que la stratégie de sortie que vous devez avoir, c'est aussi penser à des trucs comme ça. Hein. Ce n'est pas juste de vous dire je sors à partir de tel palier. C'est comment vous allez récupérer votre argent, comment vous vous protégez. Est-ce que vous êtes sur des layer 2, que vous avez des stablecoins en layer 2 et au final, ce n'est pas des vrais stablecoins, c'est des actifs synthétiques. Donc, si le bridge se fait hacker, comme ça arrive de très nombreuses fois en bull run, bah, vous perdez les actifs que vous avez sur votre layer 2, par exemple. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles vous devez plancher et mettre en place une vraie stratégie de sortie et une vraie stratégie long terme d'investissement. Et ce n'est pas un truc qu'on peut expliquer comme ça en 2 heures. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on s'y prépare. Et on vous propose, avec le programme d'accompagnement, de vous permettre en quelques semaines de vous mettre d'aplomb, de vous mettre d'équerre et rapidement de vous dire « Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je mette en place, etc. etc. » Donc vraiment, jetez-y un coup d'œil. Hein. Mais soit vous décidez de faire le travail vous-même et ensuite après d'accepter ce que ça veut dire, sachant que ça sera la bérésina. Hein. Si on a un Ether à 10 000 balles, c'est-à-dire que les altcoins, ça part dans tous les sens, le Bitcoin, ça part dans tous les sens. Voilà. Et là, en général, quand on voit les gens comment ils sont émotionnels dans la crypto, si vous n'avez pas prévu le truc, ça risque de vous faire bizarre. Si vous n'avez jamais connu de cycle haussier, ça va vous faire bizarre. Et après, le cycle baissier aussi. Hein. Si vous n'avez jamais vraiment connu de cycle baissier, ça va vous faire bizarre aussi. Donc, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Hein, je le répète, mais ceux qui veulent en savoir plus, vous avez les liens dans la barre d'infos. Tout comme Evie qui dit, c'est quoi les 3 altcoins que vous essayez tous les deux en ce moment? Pareil, on le présente dans le programme d'accompagnement. Donc, si tu veux en savoir plus, c'est là-dessus. Lionel, c'est exactement ça, les opportunités viennent à toi. Ouais, ne jamais courir après des bougies vertes. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Si tu en loupes une, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y aura toujours des opportunités. Il n'y a pas de souci.